Il va faire son entrée au Panthéon demain, jeudi 9 octobre, jour anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, dont il fut le grand artisan en 1981. Robert Badinter se raconte dans un livre d'entretien. Il s'intitule « À la vie ». Voici l'ouvrage entretien mené à la toute fin de sa vie par vous, Darius Rochebain. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être là, cher confrère. Pour une fois, c'est vous l'interviewé. Pour nos téléspectateurs du monde entier qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes un éminent journaliste suisse et vous officiez depuis quelques années ici en France sur la chaîne LCI. Alors avec Robert Badinter, ça faisait une trentaine d'années que vous vous connaissiez. On imagine l'honneur que vous avez ressenti lorsque vous avez été choisi pour ce livre poignant. C'est vrai, grand honneur, grand plaisir. Et en même temps, je m'attendais, à vrai dire, à quelque chose peut-être d'un peu formel. Grand monsieur, panthéonisé d'avance en quelque sorte. C'était une évidence très tôt qu'il allait entrer au Panthéon. Et j'ai pris au lieu de ça une leçon très naturelle de vie, de joie, d'espoir, de rire. Beaucoup de rire dans un livre qui, évidemment, aborde aussi des sujets très graves. Au fil de vos conversations, il retrace bien sûr son parcours politique, son amour pour la littérature, sans oublier bien sûr son combat pour l'abolition de la peine de mort. Le mieux, c'est de l'écouter. Il nous en parle et on en reparle juste après. Demain, voyez-vous, demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Des mots qui résonnent encore, c'est un grand moment de la cinquième comme on n'en connaît presque plus. Oui, c'est l'art oratoire évidemment de Robert Badinter. Il parle beaucoup dans les entretiens de comment devenir orateur. Il a été un des plus grands orateurs de la Ve République. Ce qui n'empêche pas qu'il accepte, et c'est toute son ouverture d'esprit, même de discuter, enfin de mettre en examen les idées de ceux qui sont toujours pour la peine de mort. Il rappelle que la peine de mort était très populaire encore en France au moment de son abolition. Aujourd'hui, vous savez, quand on fait des sondages, ça reste une idée soutenue par une partie de l'opinion. Et il ne dit pas c'est tabou, il faut faire taire ces gens. Il n'est pas du tout censeur, mais ils disent ont tort. Et puis, il y a un vieil homme en nous qu'il faut essayer de combattre, qui est celui de la vengeance. Même s'il admet, il y a des discussions parfois où on s'éloigne beaucoup de l'actualité. Il parle des chants de l'Odyssée, où il y a des très belles scènes de vengeance. La vengeance, dans notre civilisation, elle a été longtemps vue comme quelque chose de très noble. Et il accepte de parler de ça très librement. Que disaient ses yeux lorsqu'il vous en parlait ? Une très grande fierté, parce qu'évidemment, il venait de très loin. Famille paternelle de migrants juifs, et on va en russes, parler. Plutôt de bonne famille, ou en tout cas de classe moyenne, mais du côté de sa mère, une origine extrêmement modeste, des migrants très pauvres qui partaient vraiment de rien. Sa grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Grande fierté d'avoir été formé par Victor Hugo. Victor Hugo, disait-il avec l'accent yiddish, pas lui, il parlait parfaitement français dès la naissance, mais ses parents et ses grands-parents. Et pour lui, le fait d'être au Panthéon, mais le fait d'être là à la tribune de l'Assemblée, d'être dans le bureau du président du Conseil constitutionnel, de garde des Sceaux, place Vendôme, tout ça était un sujet de fierté, évidemment. Un mot qui résume peut-être le mieux Robert Badinter, c'est la liberté, liberté de ton, liberté de penser, finalement liberté de celles et ceux qui ne sont pas enfermés dans leur histoire, dans leur carcan. Il était bien plus que cela. C'est vrai, liberté, ça surprendra d'ailleurs certains à la lecture. C'est l'un des titres d'un des chapitres. Oui, c'est vrai, c'est pas un homme de dogme. Et par exemple, avec Mitterrand, il avoue qu'ils se sont beaucoup amusés, pas dans le style voyou, il était très attaché au principe, mais il dit par exemple, ça m'a surpris, il dit mais quel mot pour vous qualifier? Et il dit aventurier, c'est pas mal. Et je lui ai dit, mais vous êtes sûr, Robert, aventurier, ça sonne un peu aventure, voyou, etc. Mais c'était pas voyou, encore une fois, mais c'était l'idée qu'il faut tâter un peu de toutes les idées. Mitterrand, par exemple, il l'avoue, a été philosophiquement plutôt pour la peine de mort, de façon originelle. Je sais que vous êtes reçu dans le monde entier, notamment au Maghreb. Il faut rappeler que pendant la guerre d'Algérie, François Mitterrand, garde des Sceaux, était pas très généreux dans les grâces. Il avait le moyen de proposer les grâces. Non, il y a beaucoup de gens qui ont été guillotinés sous garde des Sceaux, François Mitterrand. Donc tout ça existe dans la discussion avec lui. En quoi était-il différent des autres grands hommes politiques que vous avez pu interviewer? Quelle était sa singularité? Je dirais quand même une distance avec la politique, aussi parce qu'il avait vécu, par le traumatisme d'avoir connu une France qui, en quelques semaines, la France de la Troisième République, je vous parlais de la fierté de devenir français, ces juifs russes qui vivaient les pogroms dans la Russie des années 1905, 10, etc., qui étaient si fiers d'être devenus français, la patrie de Dreyfus, la patrie qui avait réhabilité Dreyfus.
contre la justice de l'époque. Ça paraissait complètement fou. C'était aussi la puissance coloniale. Hein. Ce paradoxe existe aussi. Et il avait vu l'écroulement de la Troisième République, les élites de la Troisième République. Alors, évidemment, beaucoup de nationalistes, mais aussi beaucoup de radicaux socialistes, beaucoup de gens de centre droit, de centre gauche qui étaient devenus des collabos. Et donc, il regardait le personnel politique. D'abord ceux qui s'étaient recyclés, certains même dans le gaullisme, des gens comme Papon, mais plus généralement en se disant toujours, mais lui, elle, si on était en 1940, en 1941, en 1942, qu'aurait-il fait ? Il s'est construit, entre guillemets, grâce à la guerre. C'est la guerre qui l'a construit aussi. Oui, c'est vraiment l'élément, c'est l'élément fondateur, c'est le choc de scènes qu'il raconte qui sont évidemment vertigineuses. Alors, la déportation de son père, qui est le point le plus dur. Février 1943, rue Sainte-Catherine à Lyon. Avec cette circonstance incroyable qui meurt le jour même exactement, 9 février 43, 9 février 2024. Et des scènes terrifiantes. Par exemple, sa grand-mère paternelle, elle s'appelle Schindléa, elle habite Faubourg Montmartre, elle est très malade, elle a un cancer avancé. Et un policier français, milicien français, arme au poing, qui vont la chercher à l'étage, qui la descendent en brancard pour être sûr de pouvoir la déporter et l'assassiner, alors que c'est une pauvre vieille dame. Et là, il y a des très belles scènes parce qu'il y a aussi la France qui résiste. Au moins un peu, c'est-à-dire les voisins qui sortent sur le palier, qui disent mais enfin qu'est-ce que c'est que ça, et qui prennent quand même le parti de Schindler. Et on va justement l'entendre, entretien donné à nos confrères d'Envoyé spécial, écoutez. Vous avez assisté à la rafle de votre père? Ceci n'est pas... Je ne tiens pas à parler de ça. Non, je n'aime pas en parler. Ça m'est douloureux. Dans vos conversations également, il refuse d'en parler. Oui. C'est un moment où il s'arrête parce qu'effectivement, dans l'histoire de la guerre, on entre là dans l'indicible. D'autres drames personnels, il a également vécu. Vous en parlez d'un homme rieur, amusé, que l'humour et l'imagination, j'ai retenu cette phrase, rendaient toujours neuf, je vous cite. Où allait-il chercher cette force de vivre ? Dans la lecture, dans la culture, il dit, moi souvent je suis très fasciné par l'art oratoire, donc je questionnais beaucoup, mais enfin comment vous êtes devenu orateur? Il disait le seul secret, alors c'est d'être vrai, d'être naturel, de partir vraiment de ce qu'on a le plus profond en soi, et la profonde lecture, lire. C'était un lecteur immense. D'ailleurs, vous voyez la plupart des interviews. Moi, j'étais toujours dans ce bureau. Il habitait pas loin du jardin de Luxembourg. Et il y avait ce bureau tapissé de livres. Et c'était son univers. C'était un immense lecteur. Alors Victor Hugo, qui était pour lui le sommet, il était toujours président d'honneur de la Société Victor Hugo. Il était très fier. Peut-être c'est le titre qui le rendait le plus fier. Mais au-delà de ça, c'est la culture vraiment qui avait contribué à le sauver. C'est d'ailleurs assez émouvant pendant toute la guerre. Alors qu'il vit des drames épouvantables, il reste un très bon élève. Et il dit que c'était une manière de défier la bêtise, la méchanceté, l'horreur. Au lycée Ampère, au lycée Janson de Sailly, qu'il soit à Lyon, ensuite à Chambéry, etc. Il est toujours exact dans ses examens. Vos entretiens, ils ont duré 6 mois, c'est ça? 6 mois, exactement. Ouais. Les 6 derniers mois de sa vie jusqu'en décembre, et il est mort en février. En lisant attentivement votre livre, j'ai repéré au moins un point commun entre vous, c'est l'amour de vos parents pour la France. Vous dites, vue de Russie pour lui, vue de la Perse pour vos parents. On ne rappellera pas votre histoire personnelle. Vous vous sentiez proche de lui d'une certaine façon? Oui, parce que c'était un modèle d'assimilation. Il n'est pas le seul. Je sais qu'il y a d'autres modèles d'assimilation et d'intégration. C'est un mot qui peut faire polémique en France aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, mais lui, il assumait complètement. C'est-à-dire, ces gens, mon père, il était au lycée français de Téhéran, donc il savait très bien le français avant d'arriver ici en Europe. Et c'était des non-européens, mais qui avaient une très grande admiration pour l'Europe, y compris avec ses paradoxes. Je vous parlais tout à l'heure de l'histoire coloniale. Mon père iranien avait ce rapport qu'ont souvent les Iraniens avec l'Angleterre, qui était la grande puissance coloniale, d'admiration et en même temps de distance. Et chez Robert Badinter, il le dit, il ne regrette pas le temps des colonies, évidemment pas, mais il dit, oui, il faut avouer que la France des colonies était plus grande. Et donc, il y a eu une sorte de déclin français dès lors que la décolonisation a eu lieu, et évidemment le choc de 1940 et l'écroulement de la France. Est-ce que Robert Badinter, ce n'est pas finalement l'incarnation de tout ce que l'immigration a à offrir de meilleur pour la France? Sa panthéonisation, demain, elle envoie aussi peut-être ce message à l'heure où certains veulent opposer les Français et ceux qui viennent de l'étranger. C'est vrai. Et de façon générale, je vous dis, il était très attaché à un modèle d'assimilation très, très classique. Il va jusqu'à dire, vous savez, la fameuse formule « nos ancêtres les Gaulois », qui a été toujours très polémique parce que elle était colonialiste, mais lui il dit pourquoi pas, je me sentais descendant de Vercingétorix. Il se sentait surtout descendant des grands orateurs de la Révolution française, à vrai dire. Mais donc il y avait tout ça dans son histoire personnelle. Et puis oui, la culture qui était quand même le fil conducteur.
On est là dans un moment, nous, critique de la Ve République. 5 premiers ministres en moins de 21 mois, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. La démission de Sébastien Lecornu, 13 heures seulement après la nomination d'un gouvernement. Comment vous, en tant que Suisse, vous voyez cette démocratie française qui parfois vacille ? Bon, c'est le charme et les difficultés. Évidemment, je suis suisse, je connais bien l'Italie aussi. Le paradoxe est fou. Rappelez-vous, on se moquait de l'Italie et de l'instabilité italienne. Aujourd'hui, c'est la France. Mais il faut beaucoup d'indulgence. Robert Badinter, comment aurait-il vu tout cela ? Il y a des pages très drôles où il était très anticommuniste stalinien. Et il avait été un peu froissé quand même quand François Mitterrand avait fait entrer les ministres communistes au gouvernement. Et il rapporte leur discussion où Mitterrand avouait que ça se tenait pas très bien intellectuellement, mais stratégiquement et politiquement, ça en valait la peine. Et il disait, j'avais moralement raison, disait Badinter, économiquement raison, mais c'est Mitterrand qui avait raison politiquement. Si vous ne deviez retenir qu'un seul souvenir de Robert Badinter, ce serait lequel ? Oh, c'est ces formules sur la vie, c'est pour ça que le livre s'appelle « À la vie, aimez la vie et la vie vous aimera ». C'est des scènes tout à fait inattendues chez lui. Il a une sorte de maître à penser qui s'appelle Henri Torres, qui est un avocat qu'il a formé, un personnage très... le contraire de lui, rond, gros mangeur, un peu hâbleur, etc., mais qu'il a aimé passionnément. C'était presque une sorte de père de substitution. Et il l'emmène vraiment un peu dans les bas-fonds de Paris de l'époque. Et il y a une discussion entre 2 prostituées. Je lui dis, mais vraiment, c'est la leçon d'oratoire que vous avez retenue. Puis il dit, oui, parce que les 2 prostituées se parlent. Il y en a une qui dit à l'autre, la plus jeune dit, mais comment est-ce que tu fais ? Les clients te payent beaucoup plus. Et la plus âgée dit, oui, parce que je les écoute, simplement. Rien de plus, mais je sais les écouter. Ce rapport humain. Un rapport humain, et il disait, voilà, l'art oratoire, c'est ça. C'est pas ça briller, c'est pas avoir les plus belles formules, c'est avoir le don de l'écoute, et ça c'est, on fait le même métier dans nos métiers, c'est-à-dire l'écoute est le point de départ. Demain, il entre donc au Panthéon, finalement pas besoin d'y entrer pour l'être immortel. Oui, il était d'ailleurs, encore une fois, il serait très fier assurément de la panthéonisation avec tout l'écho que ça a avec sa famille, mais il en plaisante assez, il n'est pas très sensible à l'apparat mortuaire, et il dit même que François Mitterrand, qui voulait absolument l'emmener dans les moindres cimetières de province pour regarder telle ou telle tombe, tel ou tel vitrail, etc., il lui avait dit pas plus de 3 cimetières par jour parce que là j'en ai assez. Et il aurait sûrement été très fier de l'hommage que vous lui avez rendu aujourd'hui. J'espère, merci. Merci Darius Rochebal d'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci infiniment. On en vient